Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous traitons du sujet les sociétés face aux risques. Voici la problématique. Comment les risques dans un contexte de changement global révèlent-ils l'inégale vulnérabilité des sociétés? Grand 1, des sociétés soumises à des risques multiples et tout d'abord, petit 1, des risques de différentes natures. Pour bien comprendre les enjeux que représentent les risques pour les sociétés, il faut d'abord bien différencier les aléas et les risques. Deux définitions donc à connaître. D'abord, les aléas. On parle d'aléas lorsqu'on veut désigner un événement d'origine naturelle ou anthropique, lié à l'homme donc, qui sera inéluctable. Ça devient un risque lorsque ce phénomène, cet aléa, représente un danger pour une société. Et on parle de risques majeurs lorsque les enjeux d'une catastrophe sont très importants. Alors, les sociétés sont soumises à de multiples risques. Tout d'abord, les risques naturels qui sont bien entendu très présents à la surface de la planète. Ils peuvent être à la fois telluriques, c'est-à-dire liés au séisme, au volcanisme. Ils peuvent être également climatiques, les cyclones, les tempêtes, les inondations, les sécheresses, etc. Mais n'oublions pas non plus les risques liés aux risques biologiques et bactériens, voire les risques liés aux virus, qui ont des conséquences sanitaires importantes et qui peuvent déboucher sur ce qu'on appelle des pandémies, c'est-à-dire des épidémies qui touchent un très vaste territoire et un très grand nombre de personnes. Les risques ont également une origine anthropique, c'est-à-dire liée à l'activité humaine. Ce sont des risques qui se développent largement en lien avec les pays développés et en lien avec l'émergence économique d'autres pays dans le monde. Alors, ce sont notamment des risques technologiques liés à l'industrialisation des pays en développement ou liés à la présence d'industries dans les pays développés. Deux exemples, les risques liés aux centrales nucléaires, l'exemple de Fukushima au Japon en 2011 le rappelle, et les risques liés aux usines qui travaillent des produits dangereux avec la norme Seveso en Europe. C'est l'exemple qu'on connaît bien en France de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Petit 2, des risques amplifiés aujourd'hui. Alors, tout d'abord, l'amplification des risques est liée au développement de l'activité humaine sur la planète, ce qui contribue à augmenter la fréquence des risques. On peut citer l'urbanisation, la littoralisation, l'industrialisation des espaces, qui sont des facteurs de risque majeurs. Les zones à risque parfois correspondent également aux fortes densités de population sur la planète, car il s'agit souvent d'une installation ancienne où les hommes sont venus chercher des avantages économiques. Par exemple, les vallées des fleuves dans le monde sont densément peuplées car les hommes y ont recherché des voies de communication. Les terres submersibles, c'est-à-dire inondables, des deltas, des grands deltas dans le monde, qui sont des zones à risque très fortement, concentrent de fortes densités de population parce que ce sont des terres fertiles et qui sont occupées depuis très longtemps dans l'histoire. De même, la croissance démographique se concentre dans certains espaces de la planète, notamment les littoraux, ce qui contribue à accélérer leur érosion. Et puis, les risques sont amplifiés du fait également qu'il y a des risques de plus en plus globaux qui pèsent sur la planète. C'est le cas de la pollution atmosphérique liée à l'automobile, liée aux industries. C'est le cas également du changement climatique, c'est-à-dire de cette modification durable des caractéristiques du climat qui entraîne une hausse des températures et qui accélère la survenue de risques tels que la montée des océans, la plus grande fréquence des inondations, des cyclones, la plus grande fréquence des sécheresses aussi. Grand 2, des sociétés inégalement exposées et vulnérables. Tout d'abord, petit 1, qu'est-ce que la vulnérabilité des sociétés ?
La vulnérabilité désigne la plus ou moins grande fragilité des sociétés face à un aléa. Or, cette plus ou moins grande fragilité est variable selon plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le degré de préparation des populations face au risque. Le deuxième facteur, c'est la capacité à y faire face. Par exemple, y a-t-il des normes de construction antisismique? Et si c'est le cas, sont-elles respectées? Et le troisième facteur, c'est la capacité à se remettre, à se relancer après une catastrophe, ce qu'on appelle la résilience d'une société. Cette capacité à se remettre se traduit par une reconstruction rapide, peut-être des enseignements aussi tirés de la catastrophe pour amoindrir ses effets si elle devait revenir. Petit 2, des pays pauvres très vulnérables. Alors, c'est évident que la pauvreté globale d'une population joue à plusieurs niveaux lors d'une catastrophe. D'abord, elle joue lors de la préparation de la catastrophe. Les politiques de prévention des risques des pays en développement sont souvent défaillantes du fait d'un manque de moyens de l'État pour l'organiser. Donc, les populations sont souvent moins sensibilisées aux risques que dans les pays développés par exemple. Se joue aussi lors de la gestion de la catastrophe, c'est-à-dire une fois qu'elle est survenue, les infrastructures ou les réseaux sont peu construits selon des normes de sécurité. De plus, les victimes sont souvent les habitants d'habitats informels ou d'habitats insalubres qui sont à la fois victimes des inondations, des cyclones, des glissements de terrain, bien entendu. Et puis, il faut rajouter à ça le fait que souvent, le mauvais état des routes, des différentes infrastructures de transport peut, même avant la catastrophe, peut ralentir les secours. On l'a vu lors de l'exemple du tsunami en Indonésie en 2018 où l'arrière-pays, les régions reculées, ont mis du temps à voir arriver les secours. Également, le niveau de l'après-catastrophe. Du fait de la pauvreté, la résilience, telle qu'on l'a définie auparavant, est faible et la reconstruction est souvent longue. D'ailleurs, la catastrophe peut aggraver la pauvreté déjà présente du fait de la destruction du tissu économique, des bâtiments, etc. Petit 3, des pays riches moins vulnérables, point d'interrogation. Alors, du fait d'une plus grande préparation, la mise en place de systèmes de surveillance, par exemple, de normes plus strictes, il est sûr que la vulnérabilité humaine est beaucoup plus faible dans les pays riches. On le voit d'ailleurs souvent dans des cyclones, des ouragans qui ont lieu dans la zone de la mer Caraïbe, où certaines îles comme Haïti sont très touchées avec un bilan humain très très fort, alors que la Floride, par exemple aux États-Unis, est tout aussi touchée, mais le bilan humain est beaucoup plus léger, voire même il n'y a pas de victimes humaines. En revanche, dans les pays riches, la vulnérabilité économique est très élevée. Pourquoi ? Parce que les coûts des infrastructures détruites sont très élevés. Un exemple, en 2017, le cyclone Harvey a coûté 95 milliards de dollars aux États-Unis. Grand 3, faire face aux risques, et tout d'abord petit 1, la prévention des risques. Alors, on appelle prévention un ensemble de mesures qui visent à réduire la vulnérabilité d'une société. Cette prévention est inégale selon le degré de développement. Ainsi, certains pays vont pouvoir renforcer leur législation concernant, par exemple, les normes de construction antisismique. Londres, autre exemple, a construit des digues anti-tempête. Mais ce renforcement du système de protection et de la législation est aussi valable dans certains pays en développement. L'Indonésie, par exemple, s'est dotée d'un système anti-tsunami. De plus, les États cherchent à augmenter leur capacité de réaction, et notamment la capacité de réaction des populations. C'est ce qu'on appelle la culture du risque, c'est-à-dire
éduquer la population pour qu'elle ait des comportements adaptés lors de la survenue de la catastrophe et faire ainsi baisser le bilan, et notamment bien sûr le bilan humain. Alors c'est vrai qu'à ce titre, le Japon est souvent cité en exemple du fait de sa politique de prévention. Dès l'école primaire, les écoliers japonais savent quoi faire en cas de risque sismique, voire en cas de tsunami. Mais également, depuis les années 90, par exemple, le Bangladesh a mis au point un programme de préparation au cyclone, notamment par la distribution de kits de survie ou encore par la construction d'abris en béton. Petit 2, vers une gestion globale des risques, point d'interrogation. Alors, tout d'abord, il faut souligner le rôle des scientifiques. Les scientifiques produisent chaque année des rapports internationaux pour alerter sur l'aggravation des risques. C'est l'exemple des experts du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et ces rapports, émanant de climatologues, de sismologues, de géographes, etc., permettent au gouvernement de préparer et de mener des politiques d'adaptation au changement climatique. On a vu également l'accord de Paris sur le climat signé en 2015, qui a été une étape importante dans la gestion globale des risques, et notamment ici du réchauffement climatique. Pourtant, cette gestion globale, clairement, reste fragile. D'abord, c'est ce que montre le retrait des États-Unis de cet accord en 2017. Et puis, de leur côté, les pays les plus vulnérables ont créé le groupe du V20, c'est-à-dire qui rassemble les 20 pays les plus vulnérables pour tenter de financer ensemble des mesures de protection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Vous pouvez également laisser un commentaire pour poser une question sur ce que j'ai dit dans cette vidéo ou pour laisser toute autre remarque.